fare questo intervento in italiano, che per me è una lingua d'infanzia, ma che è contenuto di aspetti molto tecnici di questo soggetto non mi permette di parlarvi in italiano. Dunque, in francese con questo soggetto diritti fondamentali delle persone in psichiatria. Et donc je passe au français. Me présenter brièvement, donc je suis directrice adjointe à la clinique de la Borde, créée par mon grand-père Jean Houry en 1953, où j'ai grandi. Je peux même dire que c'est ma première expérience de socialisation, la Borde, et où j'ai circulé librement aussi. Et je tenais pour commencer à partager avec vous cette illustration d'un livre que vous connaissez bien, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, et qui, à mon sens, rend bien compte de cette première nécessité lorsqu'on veut travailler en psychiatrie, qui est de jouer le jeu de la rencontre, et donc d'arriver et de rencontrer les personnes en mettant de côté ses a priori, et donc de considérer que pour pouvoir travailler en psychiatrie et en santé mentale, il faut, comme le disait mon grand-père, jouer le jeu. Je commencerai avec une citation d'un juriste italien, Cesare Beccaria, 1738-1794, qui disait la phrase suivante. Il n'y a plus de liberté dès lors que les lois permettent qu'en certaines circonstances, l'homme cesse d'être une personne pour devenir une chose. La législation, le droit français relatif aux droits des personnes hospitalisées en psychiatrie a connu des évolutions très importantes ces dernières années, qui touchent principalement à la liberté de circuler, liberté d'aller et venir, avec d'une part l'encadrement des régimes d'hospitalisation contrainte, donc hospitalisation sans consentement, et d'autre part un encadrement important des mesures de contention et d'isolement dont on parlait tout à l'heure. Ces lois qui se sont succédées vont dans le sens d'un renforcement du contrôle du juge sur l'ensemble de ses soins contraints. Et ces évolutions font suite à de très nombreux rapports officiels qui, en France, depuis les années 2000 surtout, font état de graves manquements au respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées en psychiatrie, particulièrement aux libertés individuelles, et même au-delà des situations d'hospitalisation contrainte, c'est-à-dire y compris dans le cadre de soins libres. En 2013, notamment, un rapport de l'Assemblée nationale en France, donc un rapport parlementaire, attirait l'attention sur, je cite, « la recrudescence du recours à la contention et à l'isolement ». Le rapporteur, M. Denis Robillard, soulignait la nécessité de promouvoir les droits individuels, en cohérence avec l'ensemble des recommandations de la conférence Liberté d'aller et venir de 2004, qui rappelle très fermement que les mesures restrictives, la contention en premier lieu, doivent être limitées à des cas exceptionnels, à des situations d'urgence médicale, après avoir exploré toutes les solutions alternatives. En 2016, le contrôleur général des lieux de privation et de liberté en France alertait dans son rapport annuel sur l'existence de pratiques gravement attentatoires aux droits fondamentaux au sein d'établissements de santé, avec un recours fréquent et arbitraire
à la contention et à l'isolement, mesures dites de dernier recours, y compris dans le cas d'hospitalisation libre. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, je ne sais pas si il existe un équivalent en Suisse, oui, a été institué en 2007 en France, suite à la ratification par la France du protocole se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, protocole adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2002. Ce contrôleur général des lieux de privation et de liberté en France est une autorité indépendante du pouvoir exécutif, dont la mission est de s'assurer du respect des droits fondamentaux des personnes dans l'ensemble des lieux où elles peuvent être privées de liberté. Établissements pénitentiaires, donc prison, établissements sanitaires habilités à pratiquer des soins contraints, donc, qui sont en France uniquement des établissements publics. Il n'y a pas de soins sans consentement dans les établissements privés. Mais également tous les centres de rétention administrative pour étrangers en situation irrégulière, les locaux de garde à vue, les centres éducatifs fermés. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut décider de mener des enquêtes lorsque des faits sont portés à sa connaissance, notamment par simplement des lettres de détenus, de patients, faisant état d'atteinte à leurs droits. Il rend des rapports, des recommandations et des rapports publics. Ces rapports, l'ensemble de ces recommandations ont fortement contribué à faire évoluer la législation en France. En 2020, le contrôleur général salue, je cite, l'adoption d'une loi qui oblige les hôpitaux psychiatriques à prévenir le juge des libertés de toute mesure d'isolement et de contention afin qu'il en contrôle le bien fondé. Ces nouvelles dispositions permettant, je cite, ce regard extérieur de la justice sur ce qui constitue une des plus graves atteintes aux libertés. Donc, en France, aujourd'hui, j'y reviendrai, toute mesure d'isolement ou de contention, à partir d'une certaine durée, doit être contrôlée par un juge. Mais la liberté en France, depuis quelques années, la liberté des patients semble cheminer de procédure en procédure, pour reprendre les réflexions de tout à l'heure. Le choix qui a été fait est un choix assez procédural. Car en France, comme en Suisse j'imagine, le juge est constitutionnellement garant des libertés individuelles. Les libertés individuelles, la liberté de circulation ne peut être limitée que dans les conditions prévues par la loi. Et donc, seul un juge peut priver quelqu'un de sa liberté. Il n'est donc pas étonnant que le renforcement des garanties pour le respect des droits des personnes hospitalisées sans leur consentement ou faisant l'objet de mesures de contention ou d'isolement se soit traduit par une intensification du contrôle du juge. Alors, la loi prévoit systématiquement l'intervention du juge pour apprécier le bien fondé, donc la légalité, des mesures d'isolement et de contention à partir d'une certaine durée. Cette loi est la dernière d'une très longue chronique législative faite de censure constitutionnelle et d'ajustements gouvernementaux, dont on peut, je disais, regretter le caractère très procédural. La Fédération française de psychiatrie relevait récemment, je cite, « Les questions autour de l'isolement et de la contention
pose essentiellement la question de la place de la psychiatrie et de la maladie mentale au sein de nos sociétés. Se contenter d'ajustements bricolés élude d'avoir une réelle réflexion de fond. Donc un constat sans détour. Alors cela dit, des progrès ont été faits, à commencer par une loi de 2016 qui est intervenue en réponse aux abus qui avaient pu être constatés dans le recours à l'isolement et à la contention. Elle pose un cadre juridique pour ces pratiques qui sont définies comme des pratiques de dernier recours et qui ne peuvent être utilisées, c'est très restrictif, que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et pour une durée limitée. Mais à l'époque, en 2016, la loi ne prévoit pas l'intervention d'un juge pour apprécier la régularité de la mise en œuvre de l'isolement et de la contention et ne fixe pas de durée maximale de ces mesures. Le Conseil constitutionnel, qui est garant de notre Constitution en France, a donc censuré cette loi de ce point de vue et il a permis de trancher définitivement le débat juridique sur la nature des mesures d'isolement et de contention. Jusqu'ici demeurait un débat. Est-ce que c'est du soin ou est-ce que c'est de la privation de liberté ? Et donc le Conseil constitutionnel tranche, il s'agit de mesures privatives de liberté. Autrement dit, même si elles émanent initialement d'un psychiatre, elles ne peuvent pas être considérées comme de simples prescriptions médicales parce que le but de ces mesures, c'est de sécuriser les personnes. Dans ce contexte, donc de censure constitutionnelle, la loi du 14 décembre 2020 est venue modifier l'encadrement juridique de ces mesures en prévoyant d'une part des durées maximales et d'autre part une information du juge des libertés et de la détention. Elle prévoit également que ces mesures ne peuvent être mises en place que dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement, donc hospitalisation contrainte. Dans le cadre d'une hospitalisation libre, on n'a en principe pas le droit d'y recourir. C'est important de le préciser. Mais cette loi est de nouveau jugée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel français parce qu'elle prévoit uniquement une information du juge. Autrement dit, au-delà d'un certain délai, l'obligation c'était de prévenir le juge. Mais il n'y avait pas d'obligation pour le juge de contrôler. Si bien que le Conseil constitutionnel a de nouveau censuré la loi et qu'il a fallu attendre donc, la loi de janvier 2022, donc très récente, pour prévoir cette intervention systématique du juge. Elle ne modifie pas les conditions de fond du recours à l'isolement et la contention. Elles doivent toujours, ces mesures, être prises sur décision motivée d'un psychiatre pour prévenir un dommage immédiat et imminent, de manière adaptée, nécessaire, et je reviens à l'intervention de tout à l'heure, de manière proportionnée. C'est très important, et c'est dans la loi. De manière proportionnée au risque que présente telle ou telle situation. Donc il faut une appréciation individuelle dans chaque cas. Une surveillance du patient doit être assurée et une traçabilité de chaque mesure doit être réalisée dans un registre spécifique. Ça n'a pas changé en 2022, c'était déjà prévu par la loi en 2016. Qu'est-ce qui change fondamentalement ? Eh bien, c'est la mise en place d'un contrôle systématique du juge. Désormais, pour toute mesure d'isolement ou de contention au-delà d'une certaine durée, il appartient au directeur de l'établissement, et plus seulement au médecin, psychiatre, d'informer le juge des libertés et de la détention en cas de renouvellement de la mesure,
au-delà de 48 heures pour l'isolement et 24 heures pour la contention. Le juge qui est informé peut alors s'auto-saisir, décider de lui-même de contrôler les mesures pour vérifier si la mesure se justifie toujours. S'il ne le fait pas, et c'est la principale nouveauté de cette loi, après 72 heures pour l'isolement et 48 heures pour la contention, le contrôle est obligatoire. Donc le juge est obligatoirement saisi de la vérification de la légalité de la contention ou de l'isolement. Sur le plan du droit, une question reste en suspens. Que se passe-t-il dans les cas d'hospitalisation libre, c'est-à-dire dans les cas où une personne a été au départ hospitalisée avec son accord? Il y a des cas où l'état de la personne pourrait nécessiter, dans certains cas, un passage vers une hospitalisation contrainte. Dans ces cas, il était prévu depuis 1993, il y avait un texte administratif, une circulaire, il était prévu de pouvoir recourir à l'isolement, pas à la contention, à l'isolement, le temps de changer de mode d'hospitalisation ou le temps de passer une crise. En 2022, aujourd'hui, le gouvernement nous dit à travers une nouvelle instruction que c'est toujours possible. Or, j'en doute, au regard de la loi qui prévoit aujourd'hui qu'on ne peut pas réaliser ces mesures dans le cadre d'une hospitalisation libre. Donc, il reste un doute sur ce point. Mais surtout, dans les faits, ce nouveau dispositif s'avère extrêmement complexe à mettre en œuvre et augure une production de jurisprudence abondante. Et notamment pointer le manque de moyens des institutions hospitalières et judiciaires pour appliquer ces dispositions. C'est-à-dire, dans chaque cas de contention ou d'isolement, à partir d'un certain délai, intervention du juge. On peut comprendre la volonté du gouvernement, volonté qui n'est pas officielle, mais de dissuader de l'usage de ces pratiques du fait de la complexité du dispositif. On peut imaginer que c'est tellement complexe qu'on va, grâce à cette complexité, limiter le recours à ces mesures. Mais on peut douter de l'efficacité de ce nouveau dispositif pour sauvegarder durablement les libertés des personnes hospitalisées. Le renforcement du contrôle du juge était un pas nécessaire, c'est évident. Un pas nécessaire mais insuffisant. Insuffisant dans une logique de promotion des droits fondamentaux et pas simplement respect des droits. Une telle démarche de promotion supposerait que se manifeste au plus haut niveau de l'État une véritable volonté politique de limiter drastiquement le recours à ces mesures privatives de liberté. Ces nouvelles dispositions relatives à l'isolement et à la contention intéressent un champ limité de la psychiatrie. C'est la psychiatrie, le champ de la psychiatrie contrainte. Mais les droits fondamentaux, dans leur diversité, doivent être respectés dans toutes les situations d'hospitalisation. Or, pour reprendre la réflexion menée tout à l'heure, leur application reste très problématique dans la pratique quotidienne des soins, y compris dans le cadre des soins libres. Comment comprendre ces difficultés? Comment comprendre ces difficultés d'application des droits? De mon point de vue, elles sont analysées en France tant sur le plan factuel, parce qu'elles sont liées à des éléments conjoncturels qui tiennent aux orientations des politiques de santé mentale,
mais elles sont aussi analysées d'un point de vue juridique, parce qu'elles sont également relatives à la nature même des droits fondamentaux. Sur le plan factuel, les droits fondamentaux sont aujourd'hui en France, je dirais, à l'épreuve d'une psychiatrie de crise en crise. À propos des récentes évolutions relatives à l'isolement et à la contention, le contrôleur général des lieux de privation et de liberté écrivait « Pas de quoi se réjouir, car depuis les années 90, aucun gouvernement n'a pris garde aux dommages croissants et très inquiétants qu'endure la filière psychiatrique. De la fermeture massive des lits, sans compensation suffisante en ambulatoire, au problème de recrutement de médecins et d'infirmiers, tout concourt au découragement et à l'épuisement des professionnels et donc à une baisse de la qualité et de l'efficacité des soins. » Un constat assez sombre. Un constat que nous partageons. La situation de la psychiatrie s'est en effet largement dégradée en France depuis 30 ans. La réduction continue du nombre de lits en psychiatrie, sans solution véritablement alternative, a orienté la psychiatrie publique vers le traitement de la crise aiguë. Cette politique s'est souvent traduite par une détérioration de l'ambiance dans les services de psychiatrie publique, où, face à l'afflux des patients en crise, on doit penser la sortie des personnes tout juste arrivées. Une embolisation des services, pénurie de psychiatres, un personnel peu formé à la psychiatrie depuis la suppression du diplôme d'infirmier psychiatrique, il est devenu difficile dans ces conditions de penser l'accueil des personnes. Et dans cet état de crise quasi permanent, c'est aussi la dimension co-soignante des patients qui disparaît. Face aux situations de violence et de tension, dans certains services publics, à défaut de former à la psychiatrie, on enseigne la self-défense. Une psychiatrie déshumanisée et un contexte peu favorable au respect des droits fondamentaux des personnes, les situations de crise, nous le savons, le sont rarement. Mais les difficultés rencontrées dans la mise en pratique des droits fondamentaux sont également le fait, peut-être de façon plus constitutive, de la spécificité des troubles mentaux, notamment en ce qu'ils peuvent parfois conduire au déni de la maladie. À cet égard, je voudrais souligner qu'en France, il n'existe pas de droit psychiatrique. Ça n'est pas une matière à part, à l'exception des lois dont je parlais, qui régissent l'hospitalisation sans consentement, et puis aujourd'hui, l'isolement et la contention. C'est le droit général et le droit général de la santé qui s'applique aux patients hospitalisés en psychiatrie comme à toute personne, tout citoyen français et toute personne hospitalisée en France dans tout type d'établissement. Une loi du 4 mars 2002, loi très importante en France, qui est la loi Kouchner consacrée aux droits des malades, sous le titre « Démocratie sanitaire », rappelle dans un premier chapitre un certain nombre de droits fondamentaux. Le droit fondamental des personnes à la protection de la santé, le droit au respect de la dignité, le droit à l'égalité dans l'accès aux soins, le droit au respect de la vie privée et du secret des informations personnelles de santé, mais également le droit fondamental de consentir aux soins. Ces droits s'appliquent entièrement, je le disais, aux personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, y compris à celles hospitalisées librement. Et la loi prévoit très clairement qu'une personne en hospitalisation libre, en psychiatrie, dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause. Donc, si vous voulez, il y a le droit commun, le droit général, les droits fondamentaux qui s'appliquent à l'ensemble des citoyens, et des droits fondamentaux qui ont été consacrés
spécifiquement dans le domaine de la santé. Et l'ensemble de ces droits s'applique sans distinction à toutes les personnes, tous les patients. Il n'y a pas de disposition spécifique pour les personnes hospitalisées en psychiatrie. Cette absence de spécialisation est évidemment souhaitable d'un point de vue de l'égalité de traitement, parce qu'elle contribue à lutter contre la stigmatisation des personnes malades, des personnes souffrant de troubles psychiques. Elle est souhaitable, mais sur un plan de philosophie juridique, on ne peut pas faire autrement. Tout simplement parce qu'on ne peut pas prévoir des droits fondamentaux par catégorie. On ne peut pas décliner des droits fondamentaux catégoriels. Les droits fondamentaux sont universels, ils s'appliquent à tous, et c'est même la première de leurs caractéristiques. Pourtant, dans leur application, ces droits sont constamment questionnés au regard de la spécificité des troubles psychiatriques. Ça n'est pas un problème de reconnaissance, comme le disait le professeur, c'est un problème d'application. Reconnaissance, elle existe dans les textes, dans les chartes, par affichage même parfois. Je ne sais pas si vous avez en Suisse des affichages. En France, on a des affichages des chartes des droits dans l'ensemble des établissements. Donc ça n'est pas un problème de reconnaissance, c'est vraiment un problème d'effectivité. Face à cette difficulté d'application, c'est mon point de vue, le droit tout seul ne peut rien. Et la réponse ne peut pas être exclusivement juridique. Parce que la question des droits des patients souffrant de troubles psychiatriques, psychiques, se situe au carrefour d'une problématique juridique, d'une réflexion éthique et de l'analyse de la pratique clinique. Ces trois dimensions étant, de mon point de vue, indissociables. C'est pourquoi l'effectivité des droits est à penser largement, au travers d'une réflexion globale, intégrant la dimension clinique et la notion de fragilité. Le droit et la pratique clinique n'ont pas naturellement vocation à se rencontrer. Mais sans possibilité d'articulation des champs, le droit, même le droit fondamental, et je repense à l'image du toit, risque d'arriver au-dessus de la pratique soignante, en surplomb, et d'être vécu par les professionnels comme une nouvelle strate d'un formalisme dont ils peinent à saisir le sens, dans un environnement marqué en France, mais j'imagine aussi en Suisse, depuis plusieurs décennies, par une normalisation et une protocolisation croissante. Autrement dit, dans cet environnement, il devient très difficile de distinguer normes, recommandations, obligations, simples bonnes pratiques, si bien que dans cet environnement, c'est les droits fondamentaux même qui risquent de perdre de leur substance. En 2016, le contrôleur général des lieux de privation de liberté déplorait à cet égard, je cite, « une absence totale de conception partagée de la liberté des patients. Leur droit à la liberté de circulation ne fait pas l'objet d'une réflexion d'ensemble de la profession psychiatrique, de sorte que toute démarche de contrôle ou de prévention des dérives est dépourvue de fondement. » Alors, face à ces difficultés, face à ce constat, on peut toutefois faire un autre constat qui est qu'une stratégie de soins actifs où la personne est impliquée est un moteur du respect des droits fondamentaux. Je ne veux pas nier la complexité de la prise en charge des patients en psychiatrie, particulièrement dans les situations aiguës. Mais il est malheureusement évident que le respect des droits fondamentaux des personnes est tributaire des conditions dans lesquelles elles sont accueillies. Mais au-delà des conditions matérielles, au-delà des conjonctures, au-delà du manque de moyens, l'effectivité des droits dépend aussi de la philosophie même des soins psychiatriques, de la place que l'on consent aux patients dans la stratégie de soins,
de sa prise en compte comme sujet autonome et, dira-t-on aujourd'hui en France, comme acteur de ses soins. Or, l'expérience de près de 70 ans de prise en charge de pathologies lourdes à partir des principes de psychothérapie institutionnelle en France permet de témoigner qu'une stratégie thérapeutique fondée sur la responsabilisation du patient dans un processus de soins actifs permet d'intégrer le respect des droits fondamentaux dans la vie quotidienne de l'institution. Dernièrement, une équipe de psychiatrie publique venue à notre rencontre à la Borde nous disait une phrase simple. À la Borde, contrairement à nous, vous avez le temps. En effet, la psychothérapie institutionnelle repose sur une stratégie de prise en charge au long cours. Au long cours, où le temps est une donnée essentielle. Le temps d'accueillir, le temps de construire un étayage clinique nécessaire pour soutenir cet effort immense de reconstruction des personnes souffrant de troubles psychotiques, mais le temps aussi d'élaborer un chemin de soins respectueux des droits les plus élémentaires de la personne. Et je voudrais maintenant vous donner quelques exemples pour mieux cerner cette dynamique. Le consentement, tout d'abord. Je dirais que le consentement chemine avec le soin. Fondé sur l'autonomie de la volonté de la personne, le droit fondamental de consentir aux soins implique en droit français de recueillir le consentement du patient avant tout acte ou traitement. Et c'est l'information du patient, de la personne, sur son état de santé et sur le traitement qui est pensée par le droit français comme une condition pour exprimer un choix libre et éclairé. Donc pour pouvoir consentir, il faut être informé. C'est déjà difficile à mettre en œuvre en dehors du champ de la psychiatrie. Mais dans le champ de la psychiatrie, l'obligation d'information peut parfois se heurter à l'état du patient, qui, sans nécessité de soins contraints, peut ne pas être en mesure, au moment où il arrive, de comprendre ou simplement d'accueillir ces éléments. Dans notre pratique institutionnelle, à la Borde, le consentement est recherché en amont de l'admission. Chaque demande d'admission est en principe accompagnée d'une lettre de motivation personnelle, expliquant, même très brièvement, le choix de venir se soigner à la Borde. Puis, une visite de préadmission est organisée. Et c'est cette visite qui fait véritablement, à mon sens, fonction d'éclairage sur les soins proposés. La personne est accueillie avec ses proches ou ses référents soignants, rencontre un psychiatre, visite l'établissement, non pas avec des soignants, mais accompagnée d'un autre patient que nous appelons chez nous poisson pilote. Poisson pilote par référence aux poissons qui, dans les océans, guident les bancs de poissons. Et la personne participe à quelques moments institutionnels. À l'issue de cette journée ou dans les jours qui suivent, elle confirme ou non son choix de venir séjourner à la clinique. Parfois, elle n'y consentira que quelques mois après, parfois des années plus tard. C'est le consentement initial. Mais le consentement d'une personne, qui plus est en psychiatrie, ne peut pas être réduit à une donnée initiale, qu'il s'agirait de vérifier mécaniquement à l'occasion de chaque acte de soin. Ce consentement est à rechercher tout au long du processus de soin, en tenant compte du phénomène parfois de déni des troubles, des phénomènes parfois de repli, fréquents dans la maladie psychique. Comment cela se passe-t-il en pratique ? Qu'il s'agisse de l'observance du traitement médicamenteux, ou plus généralement de ce qu'on appelle la compliance aux soins, ils sont recherchés par les équipes soignantes en intégrant la dimension de négativité
qui peut se présenter chez un patient, à travers un travail quotidien de médiation et de négociation. L'implication des patients dans la vie collective de l'institution et en premier lieu leur implication au sein du club thérapeutique. Leur liberté de circulation et de parole dans un réseau d'échanges quotidiens favorise également fortement l'adhésion aux soins et donc le consentement. Autre exemple que je voudrais aborder, la question de la dignité. La dignité, le droit fondamental à la dignité. La dignité de la personne, de notre point de vue, s'appréhende dans sa subjectivité. Or, la dignité humaine est un concept extrêmement difficile à cerner, à appréhender. On voit bien que des tensions se nouent à travers le concept de dignité entre une dimension très objective, qui serait le principe de dignité, et une dimension subjective, qui serait le droit à la dignité. Une tension finalement entre humanité et personnalité, entre liberté et devoir. La dignité, on le disait tout à l'heure, est inscrite dans les textes européens. On pense à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit les traitements inhumains et dégradants. C'est en France un principe à valeur constitutionnelle et le législateur l'a aujourd'hui consacré dans le champ de la santé, particulièrement, en 2002, dans les termes suivants: la personne malade a le droit au respect de sa dignité. Donc c'est intéressant parce qu'on aurait pu se contenter d'un principe de dignité générale et de se dire, eh bien, dans telle ou telle situation, une personne hospitalisée, en psychiatrie notamment, pourra se prévaloir de son droit à la dignité. Mais devant les difficultés d'application, le législateur a souhaité l'inscrire directement dans le champ de la santé. La personne malade a le droit au respect de sa dignité. Et la loi précise aussi qu'une personne atteinte de troubles psychiques qui fait l'objet de soins sans consentement doit voir sa dignité respectée, nous dit-on, en toutes circonstances. Donc encore une nouvelle fois, cette obligation de respect de dignité soulignée dans la loi. En toutes circonstances et dans toutes les situations d'hospitalisation. Mais dans le cadre des hospitalisations libres, donc consenties, l'appréciation du respect du droit à la dignité est une question très complexe. En effet, tout dépend de l'approche retenue. Et on voit rapidement réapparaître ce conflit entre la dimension objective de la dignité, pour le dire rapidement, tu devrais prendre une douche, et la dimension subjective de la dignité. Est-ce que cela fait sens pour toi ? Il est plus facile finalement de caractériser des atteintes à la dignité dans les situations où les personnes sont privées de leur liberté, puisqu'elles disposent de moins d'autonomie. Un exemple concret. Aujourd'hui, tout le monde s'accordera pour dire que priver une personne qui fait l'objet d'une contention physique de ses lunettes de vue, ou alors la munir de protection urinaire alors qu'elle est continente pendant plusieurs jours est une atteinte grave à la dignité de la personne. Mais face à une tenue vestimentaire a priori négligée ou à une hygiène corporelle qu'on pourrait juger douteuse, comment apprécier le respect du droit à la dignité ? De notre point de vue, une approche qui tendrait à réduire la notion de dignité à un standard de comportement, sans tenir compte de la pathologie, ni de l'effort de reconstruction psychique de chaque personne, risque d'aller à l'encontre de son autonomie, de sa liberté, voire de mettre en échec la stratégie de ses soins. Cela m'évoque un cas clinique cité par mon grand-père il y a fort longtemps,
le cas d'un homme qu'il appelait l'homme en sucre. Il s'agissait d'un patient persuadé que l'eau de la douche allait le faire fondre, comme un morceau de sucre. Or, on voit bien, face aux recommandations officielles, je ne sais pas si vous avez des procédures de certification en Suisse comme en France, que dans ces recommandations officielles, ce qui est développé, c'est une approche très standardisée des droits fondamentaux et en premier lieu de la dignité. On lit par exemple dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui en France pilote les certifications, on lit la chose suivante. Un regard particulier sur la tenue du patient qui doit être en adéquation avec le respect de sa dignité, notamment dans les zones de circulation et d'attente, devra être porté. Cette approche, qui est une approche référentielle, très générale, ne nous semble pas suffisamment prendre en compte la dimension clinique. S'assurer de l'hygiène corporelle et vestimentaire d'une personne n'est pas, en soi, une garantie du respect de sa dignité. S'en assure-t-on en respectant son autonomie ? La personne en est-elle d'accord ? Est-elle impliquée ? Cela fait-elle sens pour elle ? Lui a-t-on seulement demandé ? Un autre exemple. Nous avons à la clinique de la Borde, depuis longtemps, la possibilité d'accueillir certains patients en chambre collective. Lorsque nous avons modernisé la structure, il y a depuis les années 2010, et construit de nouveaux bâtiments, nous avons fait le choix dernièrement, dans un bâtiment qui a ouvert en 2020, de faire coexister des chambres individuelles et des chambres collectives. Or, en France, l'accueil des patients dans chambre individuelle est présenté comme une garantie de dignité, parce qu'elle permettrait de préserver l'intimité de la personne. Or, un accueil en chambre collective peut constituer, cas par cas, une indication thérapeutique pour prévenir les risques d'isolement et de repli. Et il est tout à fait possible, de notre point de vue, de le concevoir en conciliant intimité et partage à partir d'une réflexion partagée sur l'espace. Cette modalité d'accueil collectif peut même constituer une garantie pour la sécurité des personnes. Sécurité qui est également un droit fondamental. Dernier exemple que je voudrais évoquer avec vous, c'est la liberté de circulation. Liberté de circulation qui doit se penser au-delà de la simple liberté de mouvement. Le principe de libre circulation semble relativement simple. L'hôpital étant un lieu ouvert, une personne qui est hospitalisée doit pouvoir se déplacer librement. Simple à énoncer, mais dans les faits, complexe et subtil à mettre en œuvre. Depuis leur création, les cliniques de psychothérapie institutionnelle en France sont engagées dans une réflexion continue autour de la libre circulation. Libre circulation qui se trouve au fondement même de leur pratique quotidienne. Et c'est intéressant sur le plan du droit parce que la liberté de circulation est fondamentale sur le plan juridique, mais elle est également fondamentale dans la pratique clinique. Et on trouve sur ce thème un point de rencontre entre le droit et la pratique, point de rencontre qui serait intéressant de pouvoir créer sur d'autres sujets et s'agissant d'autres droits fondamentaux. D'un point de vue juridique, cela signifie qu'il faut d'abord respecter la liberté d'aller et venir des patients accueillis et ne porter aucune atteinte injustifiée à l'exercice de leur liberté. Un médecin peut déconseiller la sortie, mais le patient reste libre de ses mouvements. La négociation, je parlais du terme de négociation tout à l'heure, la médiation et la négociation au quotidien, dans une dynamique de soins collective, permet souvent de limiter ce type de situation, c'est-à-dire de sortie contre avis médical. Mais la stratégie de soins de psychothérapie institutionnelle permet d'aller au-delà du simple respect de la liberté. C'est un principe directeur des soins.
et la liberté de circulation est encouragée au sein de l'établissement, dans le cadre d'un dispositif qui vise à lui donner du sens, et sans lequel elle risquerait de se transformer ou de se limiter à de l'errance ou de la déambulation. C'est ainsi que cette liberté de circulation s'articule avec l'investissement des patients dans la vie quotidienne de l'institution et en premier lieu à partir du dispositif du club thérapeutique. Pour s'exercer, cette liberté nécessite aussi une diversité et une hétérogénéité d'espaces et de lieux d'accueil, à même de permettre la possibilité de rencontres. Car à travers la libre circulation des personnes, c'est aussi la libre circulation de leurs paroles qui est recherchée. Ainsi, les principes humanistes, lutte contre la ségrégation, contre la stigmatisation, qui sous-tendent la psychothérapie institutionnelle, permettent de saisir comment une stratégie de soins peut contribuer à la promotion et à la sauvegarde des droits fondamentaux des personnes souffrant de pathologies psychiatriques à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de l'établissement. Visant l'implication des personnes dans leurs soins, cette stratégie de soins, nous l'espérons, continue à favoriser non seulement le respect des droits fondamentaux des patients, mais également leur exercice effectif. Sur l'ensemble de ces questions, en France, une réflexion de la profession soignante, mais également des usagers, des associations, du secteur médico-social et social semble aujourd'hui plus que nécessaire. Je vous remercie.